Et les Russes, il faut continuer à les remercier et les encourager. On le fait pour notre intérêt, ce n'est pas pour des beaux yeux des Russes. Celui qui nous aide à sortir de cette situation, de cette obscurité, c'est lui notre ami. Le jour où il ne fera pas autre chose, on dira autre chose. Mais pour l'instant, de 1960 à aujourd'hui, chaque fois que le Mali est dans les difficultés, la Russie s'est trouvée à ses côtés pour s'en sortir. Et donc, c'est notre ami aujourd'hui. On n'a aucun complexe de le dire. Moi, je viens de l'Union soviétique, ils vont dire « Ah oui, c'est un russophone qui parle ». J'ai quitté la Russie depuis 1988. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais ce que vous avez dit là, c'est ça la réalité. Il fallait aller vers eux pour qu'on s'en sorte. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que les militaires ont fait. Le Mali pouvait se battre sur ces 7 frontières. Il n'y a pas un pays en Afrique que le Mali ne peut pas atteindre en 20 minutes. Même si tous les pays se coalisaient contre le Mali. Dit qu'il a dit à Brezhnev que eux, nous sommes un vieux peuple. Nous pouvons avoir faim, mais on ne veut pas qu'à Mokanye Donna. Nous ne sommes pas un petit peuple. Moi, je vais équiper le Mali militairement pour pouvoir tranquillement, après, si je vais m'occuper des questions de développement. Ensuite, vous avez l'esprit colonialiste. Les dirigeants du Mali d'aujourd'hui, là, ce n'est pas ce à quoi vous étiez habitués, hein, qui viennent loger dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit. Après, quand ils partent, vous moquez d'eux, parce que vous vivez sur des fonds publics. Vous ne pouvez pas loger dans un hôtel comme ça. Mais quand nos dirigeants viennent, on les met dans des hôtels chers comme ça, ils prennent le bol de café à 5 euros, et puis ils rentrent dans leurs avions, ils s'en vont vous moquer d'eux. Après, vous dites que vous allez nous aider. Il dit, ce n'est pas des dirigeants comme ça qu'il y a au Mali aujourd'hui. Il dit, Assimi Goïta là, il quitte Kati, il est dans son bureau. Il n'a pas besoin de vos appréciations. Nous, on a besoin des appréciations du peuple malien. Le monsieur, il m'a menacé en disant que nous, on perd notre temps avec la Russie d'ailleurs. Que lui, il a été en Russie en juillet, il les a mis en garde. Il a dit, tu es en retard. Toi, tu as vu les Russes en juillet. Moi, j'ai vu les Russes en septembre à New York. Le ministre des Affaires étrangères là-bas a dit aux nôtres que tous les engagements de la Russie vont les respecter. Donc, tes données sont périmées. La jeunesse malienne a droit à la vérité. Chez nous, on ne dit pas la vérité toujours. Oh, on va falsifier l'histoire. Quand tout va marcher là, il y a d'autres qui vont venir dire que c'est eux qui ont amené la Russie ici. Certains d'entre vous ne seront pas là ou bien ils ne seront pas au pouvoir. Mais si vous écrivez ça, les Daouda Tekete autres qui sont avec vous là, il faut leur dire d'écrire, qu'ils laissent des livres. Parce que les mensonges et les vérités d'aujourd'hui sont les vérités de demain. Vous savez, en Occident, là, tous les grands politiques, là, la matière qu'ils étudient le plus, c'est l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, là, Karl Marx a dit que vous allez être amené à répéter. Comment la Russie est venue au Mali, il faut que vous l'écriviez. Ça, c'est un. Parce qu'en Afrique, souvent, les gens cherchent à durer au pouvoir. Ce n'est pas pour régler les problèmes. Hein. Ils cherchent à durer. Vous savez, en 2017, 2019, quand Macron est sorti pour menacer, convoquer les présidents du G5 Sahel à Pau pour aller signer l'accord d'autorisation du G5 Sahel, qui n'avait aucune base légale avant. Mais j'étais tellement énervé que j'ai fait 2 nuits, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait un long article que j'ai publié, j'ai payé moi-même l'argent pour publier dans les journaux. Après, j'en ai fait un petit livret. Le titre, c'est La faillite de l'État malien. Les causes, les responsabilités et les pistes de solutions. Ce livre-là, je l'ai. Mais quand ils l'ont lu, c'est à l'hôtel Salam qu'une espionne, parce qu'ils ont des gens partout, vous les voyez là, c'est des gens qui nous... Elle me dit, monsieur Maïga, vous êtes un subversif. Parce que dans ce bouquin-là, j'ai ressorti toutes les déclarations des sénateurs, des députés, des ministres qui ont dit qu'il faut diviser le Mali.
Et le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy a dit clairement, je l'ai dit avec le journal parce que je notais, que lui, son dernier voyage à Bamako, en 2012, il est venu voir Atiti. Il lui a dit deux choses. Il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Il faut combattre les terroristes. Ça, c'est lui qui dit ça. Donc, c'est eux. Ils nous enseignent le mensonge. Ils se débrouillent à avoir des dirigeants, des jouisseurs qui aiment voyager, avoir de l'argent en poche, parler les gros français. Et puis, on divise le Mali. Leur fameuse force d'attente, là, de la CEDEAO, qui continue à attendre depuis 2012, là. Vous savez, quand on l'a créé en avril 2012, à l'investiture de Macky Sall, son premier mandat. Ils ont décidé de créer une force d'attente qui doit aller combattre les terroristes au Mali. Cette force, comme je vous dis, elle est en train d'attendre. Maintenant, c'est contre le Niger. Un État qui n'a pas les moyens d'assurer sa défense, il n'est pas un État indépendant. Ce qui s'est passé là, il y a un prix à payer. La France ne va jamais aider le Mali à être ce qu'il est si vous ne payez pas le prix. Il me dit donc il faut relativiser votre gaieté là. Donc quand on veut construire quelque chose de solide, il faut qu'on connaisse toute l'histoire. Il est donc dit qu'on va aller mollo. Il faut qu'on s'interroge. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a les raisons subjectives, les volontés des dirigeants, les coups bas de la France. Il y a beaucoup de facteurs, il faut les conjuguer souvent. Moi, j'ai pris soin de regarder toutes ces fédérations-là, tous les dirigeants, les circonstances dans lesquelles ils ont signé les accords, en tout cas, ils se sont entendus. Pourquoi certains n'ont pas signé? Vous savez, quand on avait décidé de parler de l'AES, la première fois, c'est quand le Premier ministre du Burkina Faso était au Mali le 1er février 2023. On a parlé de ça brièvement. Quand je suis allé là-bas le 23 février 2023, on en a parlé encore. Je l'ai dit ceci. On est très enthousiaste, mais on n'est pas plus patriote que ceux qui ont fondé nos États-là. Avant de créer quoi que ce soit, il est bon qu'on s'interroge. Pourquoi ces alliances-là avaient échoué? Parce que les peuples en ont toujours voulu. C'est les problèmes entre les dirigeants, les problèmes de la France qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'union. Sinon, les peuples ont toujours voulu. Je n'ai pas besoin de garde-corps, je veux seulement aller dans mon hôtel. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de problème, amenez-moi dans mon hôtel. J'arrive dans mon hôtel, on vient me dire, ouais, j'ai eu le directeur qui veut vous envoyer son adjoint. Celui qui est chargé des affaires africaines et arabes. Un certain ambassadeur Bigot. Il vient avec ses conseillers, il commence à me faire la leçon de morale, à faire les baga comme on fait avec les dirigeants africains. Quand il a fini, il a dit, bon, maintenant il faut m'écouter. Il dit, vous savez, vous avez l'esprit colonialiste encore. Vous vous trompez 3 fois. Vous vous trompez d'époque. Le colonialisme, c'est terminé. Vous vous trompez de peuple. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Les autres pays africains, vos ancêtres les ont colonisés en 6 mois, quelques semaines. Chez nous, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 au 16 mai 1916. Moi, j'ai beaucoup étudié les raisons de l'éclatement de la Fédération du Mali. Quelles sont les raisons objectives, subjectives, les intérêts des dirigeants, leur maladresse et les coûts de la France aussi. J'ai développé certains arguments devant le Premier ministre sénégalais qui était là récemment. Vous avez dû voir ce discours sur les réseaux. Même eux, ils ont appris certaines choses. Parce que moi, je me suis dit, il ne suffit pas de dire telle a raison, telle n'a pas raison. Si on veut travailler sur la durée, il faut regarder le tout. Même si c'est ton père, tu regardes là où il n'a pas réussi pour corriger ses erreurs. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas.
Mais au Mali, dès que tu dis une vérité qui ne correspond pas à quelqu'un à partir de ce qu'il a appris là, pif, il sort sur ton cou. Et vous avez tout le discours que Hollande a construit. C'était le mensonge. Hollande vient, il dit que l'opération Serval est intervenue pour 3 raisons. Première raison, détruire le terrorisme. 2013. 2020, le terrorisme aurait détruit, il quitte le Mali, prend 80%. Il arrive au Burkina, il arrive au Niger, il fait des incursions au nord du Togo et du Bénin. On frappe en Côte d'Ivoire. Donc c'était du mensonge. Il dit deuxièmement, on est venu pour restaurer l'autorité de l'État malien partout. Mais qui a empêché l'État malien d'arriver à Kidal? C'est l'armée française. L'actuel président, là, Assimi Goïta, il était dans l'équipe qu'on a empêché de rentrer à Kidal. Ils ont dit qu'ils vont rentrer même s'ils vont mourir. Vous savez ce que les Français ont fait? Ils ont appelé à Paris. Paris a appelé des hommes politiques ici, dont je ne veux pas citer les noms. C'est eux qui ont interdit officiellement à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et certains veulent être président maintenant du Mali. Moi, je les connais. Au débat, il faut parce qu'il y a des gens qui veulent échanger le Mali contre leur confort personnel. J'ai dit récemment aux gens que j'ai eu accès à certaines informations. Il se trouve que depuis 2000, il y a eu une conférence stratégique dans un pays africain ici. C'est la délégation malienne, la première à soutenir l'idée selon laquelle, à l'horizon 2012-2015, il doit y avoir des bases militaires de l'Union européenne dans le Sahel. C'est une délégation malienne, celle qui a soutenu là-bas. Donc les autres étaient dans leur planification depuis longtemps. Les gens sont venus trouver des explications. Oui, il y avait Kadhafi, il y avait ceci. Mais c'est faux. Les gens, ils cherchent seulement à manipuler les gens pour avancer leurs pions. Donc, il y a des politiques maliens qui ont consciemment décidé de trahir le Mali pour conserver le pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour durer au pouvoir. Même maintenant, tous les gens qu'ils ont alignés pour être président après la transition, moi je les connais. Ils sont dans les médias. Personne ne leur a dit qu'ils seront présidents. On va s'asseoir, on verra qui va être président. Allah va décider. Comme vous avez dit, les affaires du Mali, là, Dieu est là-dedans. Tous ceux qui vont trahir le Mali, tu es un politique, là. Tu es un Malien, tu es un étranger. Les pays, ou bébé Tchoro, Dieu ne va jamais les aider. Mais sur ce plan-là, quand vous demandez aux Maliens, ils ne connaissent rien de tout ça. Moi, j'ai pris le temps de m'informer. Vous savez, ça, c'est une page importante de notre histoire. Vous savez, l'un des grands problèmes qu'on a en Afrique, on ne connaît pas notre histoire. Demain, dans quelques années, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, sinon même plus, quand on va écrire la vraie histoire du Mali, sa jeunesse, il y a des gens qui vont déformer. Vous savez qu'on dit que la victoire a beaucoup de parents. L'échec est orpheline. Quand tout va marcher là, il y a des gens qui vont dire que c'est eux. Beaucoup d'entre vous auront pris de l'âge, certains ne seront même pas là. Les plus jeunes, certains vont oublier. C'est pourquoi je suis très content que vous ayez tout ça en mémoire. J'espère que c'est écrit parce qu'il faut tout écrire et laisser. Il faut que les générations futures connaissent la vraie histoire. Parce que chez nous, on ne connaît pas la vraie histoire. Quand une équipe vient au pouvoir, il y a sa version propagandiste. Ça devient la vérité pour le peuple. Ce n'est pas toujours vrai. Vous savez, quand on avait décidé de parler de l'AES, la première fois, c'est quand le premier ministre du Burkina Faso était au Mali le 1er février 2023.
On a parlé de ça brièvement. Quand je suis allé là-bas le 23 février 2023, on en a parlé encore. Je l'ai dit ceci. On est très enthousiaste, mais on n'est pas plus patriote que ceux qui ont fondé nos États-là. Avant de créer quoi que ce soit, il est bon qu'on s'interroge. Pourquoi ces alliances-là avaient échoué? Parce que les peuples en ont toujours voulu. C'est les problèmes entre les dirigeants, les problèmes de la France qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'union. Sinon, les peuples ont toujours voulu. Il m'a donné ses raisons. Je l'ai dit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça seulement. Il y en a d'autres. Moi, je n'en ai pas donné beaucoup. Je me disais qu'on aura le temps de construire tout ça. Au début, vous avez la fédération, Haute-Volta, Dahomey, Mali, Soudan. Pourquoi le Dahomey s'est retiré? Pourquoi la Haute-Volta s'est retirée? Il est resté le Mali, et le Soudan et le Sénégal. Pourquoi ça a éclaté? Quand vous allez dans chacun de ces pays-là, on va vous donner juste la version de ceux qui sont au pouvoir. Mais il y a toujours une partie qui n'est jamais dite aux gens. Et ça, c'est valable pour tous les pays. Donc, quand on veut construire quelque chose de solide, il faut qu'on connaisse toute l'histoire. Il est donc dit qu'on va aller mollo, mollo. Il faut qu'on s'interroge. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a les raisons subjectives, les volontés des dirigeants, les coups bas de la France. Il y a beaucoup de facteurs, il faut les conjuguer souvent. Moi, j'ai pris soin de regarder toutes ces fédérations-là, tous les dirigeants, les circonstances dans lesquelles ils ont signé les accords, en tout cas, ils se sont entendus. Pourquoi certains n'ont pas signé? Quels sont les arguments qu'ils ont donnés? Vous savez, quand on a dit qu'on fait la fédération, il y a un dirigeant d'un pays de la fédération qui a levé la main. Parce que le premier qui a levé la main, c'était Modibo Keïta. Les autres ont levé la main un à un pour dire qu'ils sont d'accord. Mais quand ils sont retournés chez eux, il y a un, quand il n'a pas fait, on lui a dit, mais tu avais levé la main. Il dit, non, il voulait se gratter les tampons ici seulement. Parce qu'il avait changé. Pourquoi il a changé? J'ai dit au premier, il faut qu'on étudie ça. Il m'a donné ses raisons, mais en fait, ça, c'est une partie. Il n'a pas donné toutes les raisons. Parce que c'est une partie que l'intelligence connaît. Le Bénin, la même chose. C'est devenu Bénin après, c'était Dahomey. Le Soudan et le Sénégal, si vous demandez les Maliens, ils vont vous donner les raisons, c'est les Sénégalais et les Français. Personne n'est puni, mais ça ne suffit pas. Quand vous voyez les Sénégalais, ils vont vous dire que c'est les Maliens. Ce qu'ils disent, il y a un peu de vérité là-dedans, mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a des bouts qui manquent, que les dirigeants n'ont pas appris. Si vous venez au Mali, on va vous dire seulement que c'est la France et le Sénégal. Mais le rôle même, ou les maladresses, ou les façons de faire, c'est facile de mettre à la place d'un dirigeant et les critiquer, mais je pense que ce que certains ont fait, les Maliens ne vous en parleront jamais. Ils vont vous dire seulement que c'est le Sénégal et la France. Quand vous allez au Sénégal, certains vont vous dire non, c'est le Mali qui a fait ça, il a fait ça. Ils ne connaissent pas les autres. Alors qu'en réalité, dans toutes ces fédérations-là, quand vous regardez, il y a les côtés subjectifs, c'est-à-dire il y a des intérêts de pouvoir souvent qui ont dominé. Parce qu'en Afrique, souvent, les gens cherchent à durer au pouvoir. Ce n'est pas pour régler les problèmes. Hein. Ils cherchent à durer. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a peu de gens qui savent que vous faites être un communiste au départ. Ils voulaient même l'accuser. Et puis, un jour, à la suite d'une rencontre avec Mitterrand, il sort, il dit que c'est le désapprentement, ils ne sont plus avec les communistes. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas ça. Il a décidé de se mettre du côté de la France jusqu'à la fin de ses jours. Son adjoint, on l'a tué.
Les pays qui ont refusé de suivre le désapparentement, là, on les a sanctionnés. Le Cameroun, vous avez vu la guerre qu'il y a eu, on a tué les dirigeants, on a brûlé au Lassal. Il y en a, dès qu'on a tué une ou deux personnes, ils se sont ralliés. Les autres sont allés, chacun a voulu, suivant sa démarche, régler les problèmes. Donc c'était une lutte. Qui va gagner? Le constat, c'est qu'à la finale, les autres semblent avoir gagné. Mais comme M. Seydou Badian l'a dit, nous sommes un vieux peuple. 10 ans, 20 ans dans l'histoire d'un pays, ce n'est rien. Donc, il fallait garder l'espoir. Moi, j'ai beaucoup étudié les raisons de l'éclatement de la Fédération du Mali. Quelles sont les raisons objectives, subjectives, les intérêts des dirigeants, leur maladresse et les coûts de la France aussi. J'ai développé certains arguments devant le Premier ministre sénégalais qui était là récemment. Vous avez dû voir ce discours sur les réseaux. Même eux, ils ont appris certaines choses. Parce que moi, je me suis dit, il ne suffit pas de dire telle a raison, telle n'a pas raison. Si on veut travailler sur la durée, il faut regarder le tout. Même si c'est ton père, tu regardes là où il n'a pas réussi pour corriger ses erreurs. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Mais au Mali, dès que tu dis une vérité qui ne correspond pas à quelqu'un à partir de ce qu'il a appris là, pif, il sort sur ton cou. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous venez de parler de Moussa Traoré. Ici au Mali, à cette heure, tu ne peux même pas parler de Moussa Traoré. Moi, je suis allé chez Moussa en personne. Je l'ai interrogé personnellement sur beaucoup de questions, notamment ses relations avec Modibo, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il sait. Il m'a dit beaucoup de ces choses-là. Ce que vous avez dit là, les avions français qui voulaient aller, c'est pour aller au Tchad, ce n'est pas pour aller en Côte d'Ivoire. C'est des avions qui devaient quitter Dakar pour aller au Tchad sur la base de Faye Larjo. La première tentative, ils ont voulu survoler le Mali et puis filmer. Les MiG les ont interceptés dans la région de Kaï. Ils leur ont dit, si vous ne retournez pas, on tire dessus. Ils sont allés, l'ambassadeur de France est allé le voir le lendemain pour lui dire qu'on voulait abattre leurs avions. Il dit non. C'est qu'il faut qu'ils sachent que le Mali est un État souverain. On ne peut pas survoler le Mali sans l'accord des autorités. Donc il n'a qu'à demander à Mitterrand qui demande l'autorisation. Et quand ils ont donné l'autorisation, dès que les avions ont décollé à Dakar, les MiG se sont levés ici, ils les ont interceptés dans la région de Kaï. Ils les ont escortés jusqu'à sortir du territoire malien. Et les avions sont revenus. Les Français ont compris que on ne peut pas jouer avec le Mali. La première visite que Mitterrand a fait ici, dès que son avion a traversé le territoire algérien, les MiG ont escorté son avion jusqu'à atterrir à Bamako. Son premier voyage ici. Le dernier défilé que l'armée malienne a fait, Moussa a invité la France, la Russie et les pays africains. Les Français ont envoyé leur ministre de la Défense, Charles Hernu. Les Russes ont envoyé leur chef d'état-major, général des armées. Quand les MiG sont venus défiler, faire des tours qu'on ne voyait pas en Afrique, le Russe lui a dit que ces pilotes-là n'existent qu'en Israël et en Russie. Personne ne peut faire ça. Quand les avions les ont survolés là, l'un de leurs invités là, j'ai dit son nom, je ne vais pas revenir là-dessus. Il a eu peur à Sirana, il s'est jeté sur il croyait qu'on allait les tuer. Et puis, Fenchaman qui a fou dans draka quand katana est à l'hôpital là. Min quarantaine en foyer. Depuis et après, il y a des chefs d'État qui sont réunis. Ils ont dit, mais le Mali là, qu'est-ce qu'il veut? Et le président lui-même dit que Brejnev, le président de la Russie, mais vous là, vous voulez conquérir tout le monde ou quoi? Parce que l'armée malienne seule peut occuper n'importe toute l'Afrique de l'Ouest. Le Mali pouvait se battre sur ces 7 frontières. Il n'y a pas un pays en Afrique que le Mali ne peut pas atteindre en 20 minutes. Même si tous les pays se coalisaient contre le Mali. Il dit qu'il a dit à Brejnev que eux, nous sommes un vieux peuple. Nous pouvons avoir faim, mais on ne veut pas qu'à Mouakanye Donna. Nous ne sommes pas un petit peuple.
moi, je vais équiper le Mali militairement pour pouvoir tranquillement, après, si je vais m'occuper des questions de développement. Le président l'a pris, l'a embrassé. Il a dit, c'est ce que nous faisons aussi. Un État qui n'a pas les moyens d'assurer sa défense, il n'est pas un État indépendant. Mais sur ce plan-là, quand vous demandez aux Maliens, ils ne connaissent rien de tout ça. Moi, j'ai pris le temps de m'informer. Tous les anciens qui vivaient, RDA, PSP, IDP, moi, je partais sur chacun d'entre eux pour discuter avec lui, pour comprendre. Je partais sur Sédou Badian Kouyaté, je partais sur Omar Boré, je partais à Amadou Djikroni, c'est vrai, je ne suis pas allé chez lui, mais on s'est rencontrés dans le Copo. On discutait souvent de certaines questions. Je suis allé chez Gologo plusieurs fois, lui d'ailleurs plus fréquemment que tous les autres. Tout ça, c'est pour comprendre. Parce que ce qu'on dit à la jeunesse là, c'est différent de la vérité. À l'occasion du cinquantenaire, il y a eu un débat ici sur la monnaie malienne. Moi, je suis allé là-bas avec un cahier. Tous les anciens qui ont parlé, j'ai leur nom dans mon cahier. Ce que j'ai écouté là-bas chez certains, c'est différent de ce que nous on sait. Parce qu'il y a des gens qui ont participé aux négociations qui ont parlé là-bas. Mais il y a d'autres qui n'ont pas participé, ils étaient dans les manifestations des partis. Quand ils ont parlé, il y a quelqu'un qui a participé aux négociations, il s'appelle Dotien Koulibaly. Ça doit être, il dit qu'il est beau-frère de Modibo. Mais il a dit à certains, n'enseignez pas le mensonge à la jeunesse. Moi, j'étais dans les négociations à Paris. Quand on a quitté Paris, on est venu de l'aéroport, on est allé à Koulouba. On a remis les documents à Modibo. De là-bas, on nous a dit d'aller dormir. Quand on est revenu le matin, on nous a donné les documents et on est allé à l'aéroport. De là-bas, on est allé directement à Paris. Donc, ce qui s'est passé et ce que vous dites là, c'est différent. Vous êtes en train d'arrêter d'enseigner le mensonge à la jeunesse. La jeunesse malienne a droit à la vérité. Chez nous, on ne dit pas la vérité toujours. Moi, je suis sûr que si vous demandez aux Ivoiriens, il y a très peu de gens qui savent que vous faites un communiste. Ce que les Occidentaux font avec les chefs d'État africains, on vous amène dans une maison, on vous menace. Quand vous êtes devant les gens, c'est mon ami, c'est les accolades. Mais derrière les rideaux, on les menace de mort. Ou bien on décide de les compromettre dans l'opinion. Parce qu'ils connaissent tout sur eux. Il y en a qui ont cédé comme ça. La création du RDA, beaucoup ne savent même pas comment ça s'est passé. Ils connaissent que les aspects propagandistes. Moi, j'ai pris soin de voir même les gens qui l'ont initié. Les 5 premières personnes qui sont réunies pour dire qu'ils vont faire un parti qui s'appelle RDA. Sur quoi ils se sont entendus? Qui n'a pas respecté? Comment ça s'est passé? Mais on ne dit pas la vérité aux gens. C'est pour cela que d'ailleurs, moi je suis en train de faire un livre de plusieurs tomes d'ailleurs sur l'histoire politique du Mali de 1946 à maintenant. De 46 à 60, de 60 à 68, de 68 à 78, 78, 80, de 11, de 91 à de 92, de 92 à 2002, ainsi de suite, par chaque étape. Parce que les informations qu'il y a dans ces parties-là, c'est totalement différent souvent de ce qu'on nous dit. C'est récemment que l'époux de Moussa m'a dit, je m'excuse, qu'il y a des gens que Moussa savait qui travaillaient avec les services secrets étrangers depuis 1986. J'ai dit, mais madame, mais pourquoi il ne les a pas arrêtés ou dénoncés? Il dit, non, Koulka Watila, bon, on ne fait pas ça, ou bien on suivait les gens. Et quand vous demandez sur ces gens-là au Mali, on vous dit que c'est des héros. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, vous savez que vous ne pouvez pas parler de mal de Modibo devant Moussa Traoré. Moi, j'ai parlé avec lui. Si vous regardez en matière de politique extérieure, en matière de défense, on a continué les pierres que Modibo a posées. Et rien n'a changé, on a renforcé. La défense, les embryons, c'est Modibo qui a posé. Mais les lettres d'or de la défense, c'est les Moussa Traoré. L'armée de l'air, c'est qu'ils l'ont créé. Tous ces MiG-là qui sont venus, c'était eux, parce qu'ils ont continué une ligne.
Les relations avec les mouvements de libération, c'est la ligne que Modibo avait tracée. Modibo a envoyé des militaires entraîner les mouvements de libération nationale. Moussa Traoré était là-dedans. Il a fait le maquisard. Il a vu les Kabila. Il connaît les caractères des gens. Même son épouse là. C'est pendant qu'il a entraîné les maquisards, il partait à l'ambassade de temps en temps là-bas, qu'il a connu, ils se sont épousés. Et Mandela, vous savez, quand Mandela a quitté la prison, en 1990, je crois, le premier pays d'Afrique francophone qu'il voulait visiter, c'est le Mali. À cause des grands services que le peuple malien a rendus à l'Afrique du Sud. Tout le monde se rappelle, ils sont venus ici, ce que Modibo a fait pour eux. Et qu'est-ce que Moussa Traoré n'a pas fait après? Quand tu rentrais dans une ambassade malienne, tous les militants des mouvements de libération nationale, vous avez un passeport malien. Tout ce qui a été fait, beaucoup de chefs d'État d'Afrique centrale, ils sont devenus chefs d'État avec un passeport malien en poche. Quand on devait faire l'indépendance de l'Angola, entre l'UNITA et les MPLA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après ça, ce que le Mali a fait pour que les MPLA arrivent au pouvoir, même les Russes sont venus remercier Moussa Traoré, parce que tous les présidents africains ont craqué devant les pressions des Occidentaux, sauf lui. Et après ça, les Russes ont rendu la monnaie, ils nous ont donné des armes les plus sophistiquées. Donc, politique extérieure, politique de défense, le Mali n'a jamais changé jusqu'en 1990. Mais quand vous demandez à la jeunesse, les gens ne connaissent pas. Les gens regardent seulement les pam-pam-pam là des politiques. Moi, je suis allé un jour, j'ai dit, président, mais pourquoi on dit que vous n'avez rien fait ici? Mais on vous a jugé au palais de la culture. C'est vous, c'est lui qui a mobilisé la Corée et les jeunes pour le faire. On vous a jugé deuxième fois au palais qu'on appelle le palais des congrès, maintenant ça s'appelle le CICB. Quand vous allez au CICB, allez-y derrière le fleuve, quand vous regardez là, c'est comme le lion, la forme, c'est lui qui a dessiné la forme du CICB. Le pont Fad là, c'est à la veille de son inauguration qu'il est tombé, mais après j'ai vu des politiques qui sont venus dire que c'est eux qui l'ont fait. Et à Gao, la route Sévaré-Gao, c'est maintenant que c'est détruit que les gens savent à quoi ça sert. Moi, j'étais à Gao. Dans le temps, on ne connaissait pas le sud du Mali. Le Mali, on appartenait au Mali qu'à travers l'école, l'administration. Sinon, la monnaie, les produits, tout venait du Niger et des autres pays. Ce qui coûtait 1000 francs à Bougouni, le sac de 1000 en ce moment, c'était 1000 francs. Quand les gens l'amenaient à Gao, on le vendait à 5000 francs. Parce que pour aller de Sévaré à Gao, les gens font 2 semaines, 3 semaines. Il y en a qui mouraient dans le désert. Mais quand on a fait la route Sévaré-Gao, Gao s'est tourné vers le Mali. C'est pourquoi à Gao, il y a des gens qui parlent le Bambara. Mais avant là, personne ne parle le Bambara. Gao était coupé du Mali. Nous, on a su qu'on est malien, parce qu'on est à l'école et quand on a eu le bac. Donc notre pays, il me dit, tu sais, Angawati là, Mogoti Yerefo. J'ai dit, ça c'est vous. En tout cas, nous on a fini avec ça. Si ça n'est pas Yerefo, ma vérité faux. Bon, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes à Oubeka à Yerefo. Non, Yerefo, on va falsifier l'histoire. Quand tout va marcher là, il y a d'autres qui vont venir dire que c'est eux qui ont amené la Russie ici. Certains d'entre vous ne seront pas là ou ils ne seront pas au pouvoir. Mais si vous écrivez ça, les Daouda Tekete autres qui sont avec vous là, il faut leur dire d'écrire, qu'ils laissent des livres. Parce que les mensonges et les vérités d'aujourd'hui sont les vérités de demain. Vous savez, en Occident, là, tous les grands politiques, là, la matière qu'ils étudient le plus, c'est l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, là, Karl Marx a dit que vous allez être amené à répéter. Comment la Russie est venue au Mali, il faut que vous l'écriviez. Ça, c'est un. La continuité de notre État dans ses relations avec la Russie, ce n'est pas pour rien que les Sédou Badian, les Amadou Djikroni et autres, c'est les anciens militants du RDA.
Il y a des gens qui ne se parlaient même pas à la veille de la chute de Modibo. Parce que les RDA, là, vous avez vu, beaucoup se sont mis ensemble. Ça ne pouvait pas se prendre. C'était des gens qui ne voulaient même pas se voir à la chute de Modibo. Bon, avec le malheur, vous savez, on dit la lutte unie, le pouvoir divise. Outara, Fragnonka, mais arrêtez, ils ne se parlaient même pas. Mais vous avez vu tous ces gens, c'est la nostalgie de ces périodes héroïques-là qui font qu'ils parlent bien de la Russie. Moi, j'ai entendu ce que Sédou Badian a dit. Il dit dans plusieurs années, le Mali va revenir. J'ai entendu ce que Moussa Traoré a dit. Moi, je parle avec lui. Il dit qu'il n'a jamais perdu l'espoir que le Mali va se reprendre. Le jour où les soldats maliens sont venus avec Serval, tout le monde a applaudi. Moi, je suis allé chez lui. Il me dit, tu sais, on est tous très contents, mais je veux que vous, la nouvelle génération, vous compreniez. Ce qui s'est passé là, il y a un prix à payer. La France ne va jamais aider le Mali à être ce qu'il est, si vous ne payez pas le prix. Il me dit donc, il faut relativiser votre gaieté là. Ça, c'est à l'intervention de l'opération Serval. Quand on sautillait tous dans les rues, Hollande, on donne nos enfants, les noms de nos enfants en Hollande, la France est un ami. Lui, il avait des réserves, parce qu'il savait ce qui se cachait derrière. Et ça n'a pas raté. Et vous avez tout le discours que Hollande a construit. C'était le mensonge. Hollande vient, il dit que l'opération Serval est intervenue pour 3 raisons. Première raison, détruire le terrorisme. 2013. 2020, le terrorisme aurait détruit, il quitte le Mali, prend 80%. Il arrive au Burkina, il arrive au Niger, il fait des incursions au nord du Togo et du Bénin. On frappe en Côte d'Ivoire. Donc c'était du mensonge. Il dit deuxièmement, on est venu pour restaurer l'autorité de l'État malien partout. Mais qui a empêché l'État malien d'arriver à Kidal? C'est l'armée française. L'actuel président, là, Assimi Goïta, il était dans l'équipe qu'on a empêché de rentrer à Kidal. Ils ont dit qu'ils vont rentrer même s'ils vont mourir. Vous savez ce que les Français ont fait? Ils ont appelé à Paris. Paris a appelé des hommes politiques ici, dont je ne veux pas citer les noms. C'est eux qui ont interdit officiellement à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et c'était veut être président maintenant du Mali. Moi, je les connais. Au débat, il faut ambedo dakelenfe, mais antebo dakelenfe. Parce qu'il y a des gens qui veulent échanger le Mali contre leur confort personnel. J'ai dit récemment aux gens que j'ai eu accès à certaines informations. Il se trouve que depuis 2000, il y a eu une conférence stratégique dans un pays africain ici. C'est la délégation malienne, la première à soutenir l'idée selon laquelle, à l'horizon 2012-2015, il doit y avoir des bases militaires de l'Union européenne dans le Sahel. C'est une délégation malienne, celle qui a soutenu là-bas. Donc les autres étaient dans leur planification depuis longtemps. Les gens sont venus trouver des explications. Oui, il y avait Kadhafi, il y avait ceci. Mais c'est faux. Les gens, ils cherchent seulement à manipuler les gens pour avancer leurs pions. Donc, il y a des politiques maliens qui ont consciemment décidé de trahir le Mali pour conserver le pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour durer au pouvoir. Même maintenant, tous les gens qu'ils ont alignés pour être président après la transition, moi je les connais. Ils sont dans les médias. Personne leur a dit qu'ils seront présidents. On va s'asseoir, on verra qui va être président. Allah va décider. Comme vous avez dit, les affaires du Mali, là, Dieu est là-dedans. Tous ceux qui vont trahir le Mali, tu es un politique, là. Tu es un Malien, tu es un étranger, les pays, ou bébé Tchoro, Dieu ne va jamais les aider. Donc le travail que vous êtes en train de faire, moi je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est un travail qui mérite d'être écrit. Il y a beaucoup de choses que les Maliens lisent pour rien. Ce que vous faites là, ça doit être connu. Moi j'ai fait exprès de chercher les dates, les noms. Ça c'est pour ma propre information. Parce que moi quand je vais écrire là, je ne vais pas écrire du mensonge. Dans ce que j'écris, il n'y a jamais de mensonge là-dedans. Moi j'étais dans le gouvernement. En 2015,
On a tous cru que c'était pour la paix. Tous. J'étais porte-parole du gouvernement. J'ai même fait des conférences pour expliquer pourquoi c'est nécessaire. Mais depuis ce moment, on a fait une réunion dans mon parti, le MPR. On a dit qu'il faut une application intelligente. Depuis ce moment. Mais on n'était pas audible. J'avais cru, mais déjà à cette réunion, pour ceux qui savent ce qui s'est passé, ceux qui ont suivi, Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations, c'est un Français. Dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous savez que la CEMA a refusé de signer. Le HCI a refusé. Hervé Latsous s'est levé pour dire qu'il ne faut pas que le gouvernement malien profite de l'accord pour aller s'attaquer à ceux qui n'ont pas signé. Mais le sang de Ibeka a fait un quart de tour. C'est là-bas la malhonnêteté qui a surgi. Il est allé au micro, il a dit que ce qu'il dit là, eux ils comprennent ce qu'il y a derrière. Parce qu'il préparait autre chose. Ce n'est que le 20 juin que la CEMA et autres là ont signé ce qu'ils appellent relevé des conclusions. Un addendum qu'ils ont collé à l'accord et dire qu'on aura la même valeur que l'accord. Et c'est dans cet addendum qu'il y a le poison clair. Mais on ne les a pas publiés. Nous, on était dans le gouvernement, on avait l'accord, on voyageait, on parlait dja. Il y avait les addendums là que les présidents et certains ont armadon. On faisait les porte-parole, on défendait. Mais lorsque, en 2017, moi j'étais dans le gouvernement, on est venu inventer cette histoire d'autorité intérimaire. C'est le ministre de l'administration territoriale, en complicité avec la France et les rebelles, ont décidé de faire une loi sur les autorités intérimaires. Que partout où les élus sont incompétents, on les enlève, on met une autorité intérimaire. En réalité, ils avaient des choses derrière. Quand il y a eu la résistance à l'Assemblée, ils ont dit qu'on va l'élargir à toute la République. Donc, les gens se sont dit, tous les élus qui sont incapables, on va les enlever pour mettre des autorités intérimaires. Bon, en fait, c'est des délégations spéciales. Comme chaque fois, on change de terme pour nous embrouiller. Quand on a adopté ça à l'Assemblée, en avril 2016, je m'excuse, vous savez, on a fait passer, à partir de ce moment, tous les élus de la région de Tombouctou, de Gao, de Kidal, on les a relevés. Pour les remplacer par des gens qui sont nommés par le gouvernement et les rebelles. Or, le représentant du gouvernement lui-même, c'était rebelle. Donc, on enlève les élus. Quand le dossier, ils l'ont préparé en cachette. Moi, je suis porte-parole du gouvernement, on ne nous a pas montré. Il est venu avec le Premier ministre, ils ont monté l'opération. Ils ont vu le président. Le Premier ministre a pris son avion, c'est 2017, je disais 2016. Il est allé à New York. Il allait présenter les avancées dans la mise en œuvre de l'accord avec les autorités intérimaires. Moi, j'étais dans le gouvernement. C'est à la fin du Conseil des ministres, pendant que lui parlait à New York, on est venu nous distribuer un papier dans lequel il y avait ça. Moi, j'ai levé la main tout de suite parce que j'étais informé de tout ça. J'ai dit, Monsieur le Président, ce que les rebelles n'ont pas obtenu par les armes, ils n'ont pas obtenu dans les négociations. C'est nous qui nous cachons pour les donner ça sous la table. Il dit, mais comment? J'ai dit, mais ils ont pris les armes pour avoir le pouvoir politique au nord, ils ne l'ont pas eu. Mais ce que vous faites là, ce qu'on est en train de faire, on dissout tous les élus, toutes les grandes communes, les conseils de cercle, les conseils de région, et c'est la rébellion qui désigne déjà. Mais ça, c'est le pouvoir politique qu'on leur donne. Donc, beaucoup de ministres ont voulu lever la tête. Le président a dit qu'il n'y a pas de débat. On a levé la séance. Le ministre, là, je l'ai pris à côté. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, le jour où on va nous juger à la haute cour de justice, je vais témoigner contre toi et le Premier ministre. Pour haute trahison contre le peuple malien.
Le même jour, moi, je suis descendu, j'ai été dans mon parti. Je leur ai dit que je ne peux plus rester avec ces gens-là. Ils ont décidé de trahir le Mali. Vous pouvez demander aux gens du MPR. Mais je leur ai dit que je veux quitter en douceur, parce que peut-être l'histoire va donner raison à Ibeka. Je ne vais pas parler jusqu'à la fin de son mandat. Mais je ne peux plus rester avec eux. C'est un ancien du MPR, un ancien de l'UDPM qui m'a dit, ce que tu nous as dit là, si c'est vrai, ils vont t'enlever eux-mêmes. Tu sais qu'à Barakeni, il ne peut pas travailler avec toi encore. Donc tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Après, le premier, c'est venu de New York après avoir lu son fameux discours là-bas. Moi, je suis porte-parole du gouvernement, il m'a dit d'aller parler à la télé. J'ai dit, moi, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas défendre un dossier qui est de la trahison contre le Mali. Ce que je peux faire, je peux envoyer une équipe de l'ORTM chez le but de l'administration ou le ministre chargé du Nord. Ils vont donner des interviews, on va les publier, mais pas ma personne. Je ne suis pas parti. Je savais ce qui allait suivre. Le mercredi suivant, on n'a pas fait de conseil des ministres. Le mercredi d'après, on m'a appelé, on m'a dit qu'ils ont remanié le gouvernement, je suis sorti. Moi, j'ai dit alhamdoulilah. C'était le 7 juillet 2016. J'étais rentré le 15 janvier 2015 au gouvernement. J'ai fait 1 an et demi. Et j'avais dit ce jour-là que personne ne m'entendra critiquer Ibeka jusqu'à la fin de son mandat. Parce que peut-être c'est moi qui aurais tort. Je n'aime pas le Mali plus que lui, je ne suis pas sûr. Mais qu'en 2018, je vais expliquer aux Maliens pourquoi je vais me présenter contre lui. Parce que tu ne peux pas, je suis dans son gouvernement. Avec ATT, on est resté jusqu'en 2007. En 2007, moi, je ne me suis pas présenté contre lui. Mais contre Ibeka, j'ai dit aux gens, je vais me présenter. Et j'ai commencé, j'ai mis les 4 ans là à profit pour faire le livre que vous connaissez, sur le Nord, où j'ai décortiqué président par président. Personne ne peut dire qu'il n'a pas compris. Parce que j'ai pris les temps de Modibo, les temps de Moussa, les 2 temps de ATT, les temps d'Alpha Omar Konaré, ainsi de suite, de Ibeka. Donc celui qui ne veut pas lire tous les livres là, tu vas chercher ce qu'on a fait sur chaque président. Et je suis remonté jusqu'à la Constitution des Nations au Nord. Quand vous entendez les gens pour nous opposer, les Arabes, les Soreilles, les Petits, les Patates, mais c'est faux. Le Nord, ce n'est pas pour les Soreilles, ce n'est pas pour les Peuls, ce n'est pas pour les Touaregs. Le Nord, c'est pour tous les Maliens. Un Touareg à Bamako, il a les mêmes droits, un Arabe à Bamako, qu'un Bambara doit avoir à Kidal. Kidal, originellement, c'est une ville songoï. Quand tu entends dire la ville Touareg, mais c'est faux. Moi, je suis remonté jusqu'à l'an 800. Mais Kidal était une ville songoï. Mais pour nous opposer, on est venu, et la ville Touareg, les Petits, les Patatas. Quand j'étais au Niger en 2023, j'étais à Agadez. Agadez, on dit à tout le monde que c'est la ville de Touareg. Mais c'est faux. J'ai trouvé une mosquée là-bas. La plus grande mosquée de son temps. Le plus haut minaret au monde dans son temps, 1500. C'est un empereur du Soudan qui l'a fait, c'était Askia Mohamed. Et le chef traditionnel là-bas, c'est un noir. Ça veut dire que ces histoires d'opposition, Touareg, Arabe, Sonrei, Peul, Bamana, c'est faux. C'est fait pour nous diviser. Quand Sonia Libert était au pouvoir, ces contingents militaires, il y a des contingents composés uniquement de Touareg, d'autres d'Arabes. Ils font des incursions jusqu'à Fès, au Maroc. Il y avait tout là-dedans. Et beaucoup ne savent pas que les Soraïs disent Askia Mohamed Touré. Askia Mohamed, c'est un Sarakolé. C'est Mohamed Touré. Le mot Askia, là, c'est une déformation des mots Soraï. Asitia, Atekaï. Parce que quand Soni est mort, on a voulu une succession dynastique, donner le pouvoir à ses enfants. Les gens ont dit non. Il y a un général auquel Soni avait plus confiance, c'est Mohamed Touré. Donc les gens se sont retrouvés et ils ont écarté son fils. Sa famille est restée. Atekaï, en contestant. Il ne sera pas. Astia. Et puis l'autre a pris Askia, il a fait sa coalition avec les marabouts. Il a mené la capitale de Gao, c'est devenu à Tombouctou. Il a fait son alliance avec les grands érudits musulmans. Et puis il s'est imposé.
Mais l'histoire a continué. Notre pays a continué. Bon, ces pans de l'histoire-là, ceux qui ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas diriger le Mali. Ils vont être des intrigants pour chercher l'argent, trahir notre pays à Bana. Notre pays est pour tout le monde. Personne. Moi, je le dis parce que je sais les liens qui entre les Sora et les Touaregs. Quand Piroum partait en 1916, mon grand-père a tout fait pour le convaincre. Canadonina, la France n'est pas aussi affaiblie que tu le penses. Bon, chacun a choisi sa ligne, il a perdu. Mais on a gardé ses relations. Si vous demandez la famille de Oulimede, ils vont vous dire que ma famille, c'est des parents de sang, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je ne suis pas un Touareg. C'est pour vous dire, je vous raconte tout ça là, c'est pour vous faire un peu de travail historique. Ce que vous êtes en train de faire là, je vous assure que c'est de l'or pour l'histoire du Mali. Parce que ces choses-là, beaucoup de dirigeants ne les connaissent pas. A fortiori le peuple. Vos militants là, vous êtes 1000, 2000, 3000, mais vous n'êtes pas partout. Vous savez, en 2017, 2019, quand Macron est sorti pour menacer, convoquer les présidents du G5 Sahel à Pau pour aller signer l'accord d'autorisation du G5 Sahel, qui n'avait aucune base légale avant. Mais j'étais tellement énervé que j'ai fait 2 nuits, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait un long article que j'ai publié, j'ai payé moi-même l'argent pour publier dans les journaux. Après, j'en ai fait un petit livret. Le titre, c'est La faillite de l'État malien. Les causes, les responsabilités et les pistes de solutions. Ce livre-là, je l'ai. Mais quand ils l'ont lu, c'est à l'hôtel Salam qu'une espionne, parce qu'ils ont des gens partout, vous les voyez là, c'est des gens qui nous... Elle me dit, monsieur Maïga, vous êtes un subversif. Parce que dans ce bouquin-là, j'ai ressorti toutes les déclarations des sénateurs, des députés, des ministres qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Et le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy a dit clairement, je l'ai dit avec le journal, parce que je notais que lui, son dernier voyage à Bamako, en 2012, il est venu voir Atiti. Il lui a dit 2 choses. Il faut donner l'autonomie aux Touaregs, il faut combattre les terroristes. Ça, c'est lui qui dit ça. Donc, c'est eux. Ils nous enseignent le mensonge. Ils se débrouillent à avoir des dirigeants, des jouisseurs qui aiment voyager, avoir de l'argent en poche, parler les gros français. Et puis, on divise le Mali. Leur fameuse force d'attente là, de la CEDEAO, qui continue à attendre depuis 2012 là. Vous savez quand on l'a créée en avril 2012. À l'investiture de Macky Sall, son premier mandat. Ils ont décidé de créer une force d'attente qui doit aller combattre les terroristes au Mali. Cette force, comme je vous ai dit, elle est en train d'attendre. Maintenant, c'est contre le Niger. Mais là-bas, ils ont dit que la force d'attente sera composée de 3000 hommes. Mais vous savez ce que le ministre français des Affaires étrangères, qui se trouve par hasard dans une salle avec des chefs d'État, Alain Juppé, il dit mais non, ça c'est trop pour seulement contre 500 terroristes. Mais quelle est son affaire? Les terroristes qui soient 500 ou milliers, comme je dis à quelqu'un que nous on prenne un marteau, un éventail ou une serviette pour frapper ces mouches malheureuses là pour les tuer, quel est son problème? Mais il s'est opposé, il dit de ne pas mettre de force d'attente, que c'est trop, ni des affaires étrangères français. Et cette force d'attente-là, ils l'ont créée mais n'a jamais agi. Elle est toujours en train d'attendre, depuis avril 2012. Mais les Maliens oublient, récemment ils ont fait une réunion de la CEDEAO, que la force d'attente de la CEDEAO, j'ai dit ils vont continuer à attendre. Donc, quand ça les gens ont commencé à lire, le fait d'avoir les idées, quand c'est dans un livre, ce n'est pas la même chose. Ça a contaminé tout le monde. Et le président Assimi Goïta m'a dit en personne, quand il a été à Accra, il a donné le nom du premier ministre qu'ils veulent choisir. Tous les chefs d'État sont levés pour dire tout sauf celui-là.
Donnez-nous un autre, mais on ne veut pas de lui. J'ai dit, président, ces gens ne me connaissent même pas. C'est la France qui leur a dit. Vous tenez donc. Ils avaient des relais ici, la classe politique. Je connais les dirigeants. Ils les ont dit de se réunir pour dire on ne veut pas de ce Premier ministre-là. Il est de la dictature, c'est les partisans de Moussa Traoré. Nous, on veut un démocrate. Et puis, il est clivant. Il est un Premier ministre d'un parti. On veut un Premier ministre neutre. Et s'il y a la neutralité en politique dans certains moments de l'histoire, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec le Mali ou tu es contre le Mali. Celui qui ne veut pas s'engager dans la Lideco n'est qu'on est là. Ils ont fait les meetings à la pyramide du souvenir. Les ambassadeurs se sont réunis pour aller voir le président, pour changer de Premier ministre. Tout ça, c'est eux. Mais pendant ce mois, ce que vous êtes en train de faire là, je ne le savais pas. Il faut que ça soit dans un écrit. Moi, je peux me lever aussi pour dire aux Maliens que c'est moi qui ai commencé la lutte. Mais vous avez commencé avant moi. Vous êtes là depuis 2017, pendant que moi, j'étais porte-parole du gouvernement. Et moi, je croyais en ce moment-là que tout allait marcher. Donc, si vous n'écrivez pas, demain, je vais dire aux gens que tout a commencé par moi. Mais vous êtes en train de démontrer quand ça a commencé. Et vous ajoutez ce que moi, j'ai fait parmi les points essentiels. Effectivement, quand je partais à New York, c'était un pur hasard. C'est par hasard que le président m'a dit qu'il est invité à New York. Est-ce que je peux aller le remplacer? Après, je suis venu, j'ai dit au président, mais qu'est-ce que je vais dire là-bas? Parce que quand tu vas, il faut au moins les grandes lignes, que tu saches ce que le président veut. Il m'a dit, je vous fais confiance. Vous savez ce que veulent les Maliens. Il faut dire ce que les Maliens veulent que le monde entende. Je suis venu, j'ai fait mon discours ici, avec un seul conseil. Dans mon cabinet, personne ne l'a lu. Même s'il y a des gens, après, il paraît qu'ils ont dit dans la population que c'est eux qui ont fait le discours. Personne. Celui qui l'a écrit, je l'ai appelé chez moi. On a fait les termes. J'ai dit, compose-moi des belles phrases. Il a fait de très belles phrases. La phrase qui a retenu le monde, là, laissé en plein vol, là, ça, c'est, j'ai dit d'ajouter. Quand je suis arrivé à New York, j'ai appelé les diplomates pour qu'ils regardent ce qui n'est pas bon là-dedans, n'est qu'en a fait un tien, quoi. Mais ce n'est pas un terme diplomatique. Si ça ne tenait qu'aux diplomates, ils vont dire d'enlever, c'était trop dur. Moi, je leur ai dit que ça, c'est la politique, ça, c'est pas la diplomatie. Et comme j'étais malade, je suis parti avec mon discours. Le protocole est venu le prendre, parce que quand vous partez là-bas, le protocole amène votre discours, après vous venez. Il est venu, j'ai dit à la dame, merci beaucoup. Mon discours, là, je vais le garder. Quand mon temps est venu, je lui ai donné les papiers, puis je l'ai suivi. Elle a déposé, j'ai mis ma main là-dessus. Ils m'ont dit, vous voulez parler au prompteur? J'ai dit non, moi je vais lire. Le prompteur là, on ne va pas venir me dire que le courant est coupé. Sinon le prompteur là, tu peux te tromper. Moi j'ai lu mon discours, et puis j'ai dit au ministre, maintenant là, je ne suis plus rien, je vais dans ma chambre, je suis malade d'air. Je suis allé me coucher. J'ai dit que je n'ai pas la personne jusqu'au lendemain. Le lendemain, quand je suis venu, le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit que lui, il est un anglophone. Il a regardé en Indonésie, en Australie, au Japon, en Europe. Tout le monde a parlé de plein vol. Et les journalistes ont rempli les couloirs. J'ai dit, il faut les faire venir, il faut commencer par les Français. Vous avez vu l'interview? Ils sont venus parler de Wagner, des petits patatas. J'ai quitté là-bas, je suis allé à Paris. Parce que j'avais donné rendez-vous à la communauté malienne. Vous savez, pour m'intimider, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'escorte de la voiture du Premier ministre, ils ont enlevé. L'ambassadeur était très gêné. Il me dit, bon, mais il ne sait pas. J'ai dit, il n'y a même pas d'ambassadeur, c'est un chargé d'affaires. J'ai dit, monsieur le chargé d'affaires, moi, je suis un fils de paysan. Si vous voulez, moi, je peux conduire la voiture. Je n'ai pas besoin de garde-corps, je veux seulement aller dans mon hôtel. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, amenez-moi dans mon hôtel. J'arrive dans mon hôtel, on vient me dire, ouais, j'ai eu le directeur qui veut vous envoyer son adjoint. Celui qui est chargé des affaires africaines et arabes. Un certain ambassadeur Bigot. Il vient avec ses conseillers, il commence à me faire la leçon de morale, à faire les baga-baga comme on fait avec les dirigeants africains. Quand il a fini,
Il a dit, bon, maintenant, il faut m'écouter. Il dit, vous savez, vous avez l'esprit colonialiste encore. Vous vous trompez 3 fois. Vous vous trompez d'époque. Le colonialisme, c'est terminé. Vous vous trompez de peuple. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Les autres pays africains, vos ancêtres les ont colonisés en 6 mois, quelques semaines. Chez nous, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 au 16 mai 1916, quand ils ont tué Firoun. Est-ce que vous savez que même Firoun, c'est un Africain qui l'a tué pour venir donner à un enfant qui a fait Kata à Choudi Toubabouma. Donc, ce que vous voyez à Bamako là, ce n'est pas la première fois les gens qui s'acharnent contre le Premier ministre là. C'est dans les habitudes chez nous, les trahisons, les traîtres. Il y a des gens aujourd'hui, si tu donnes la chair du Premier ministre là, ils vont manger et bien dormir. Il y en a plein. Firoun, c'est des Africains qui l'ont tué. J'ai dit aux Français là donc, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre. Et même quand ils nous ont occupés, pendant les 70 ans de colonisation, ils n'ont jamais eu la paix. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Dogons, c'est les Peuls, c'est les Bamana, c'est les Mianka, c'est des ceci. Ils n'ont jamais eu la paix. On est un peuple réfractaire à la suggestion. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Ensuite, vous avez l'esprit colonialiste. Les dirigeants du Mali d'aujourd'hui, là, ce n'est pas ce à quoi vous étiez habitués, hein, qui viennent loger dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit. Après, quand ils partent, vous moquez d'eux, parce que vous vivez sur des fonds publics. Vous ne pouvez pas loger dans un hôtel comme ça. Mais quand nos dirigeants viennent, on les met dans des hôtels chers comme ça, ils prennent le bol de café à 5 euros, et puis ils rentrent dans leurs avions, ils s'en vont vous moquer d'eux. Après, vous dites que vous allez nous aider. Il dit, ce n'est pas des dirigeants comme ça qu'il y a au Mali aujourd'hui. Il dit, Assimi Goïta là, il quitte Kati, il est dans son bureau. Il n'a pas besoin de vos appréciations. Nous, on a besoin des appréciations du peuple malien. Le monsieur, il m'a menacé en disant que nous, on perd notre temps avec la Russie d'ailleurs. Que lui, il a été en Russie en juillet, il les a mis en garde. Il a dit, tu es en retard. Toi, tu as vu les Russes en juillet. Moi, j'ai vu les Russes en septembre à New York. Le ministre des Affaires étrangères là-bas a dit aux nôtres que tous les engagements de la Russie vont les respecter. Donc, tes données sont périmées. Le monsieur n'a plus rien dit. Il me dit, bon, je peux partir. J'ai dit, il faut partir. Il est parti. Ils ne sont pas habitués à ça. J'ai rencontré les Maliens. On a parlé, j'ai pris mon avion. Le lendemain, il y a un des gens qui tapent le tambour ici. Là. Ils l'ont mis dans le même avion que moi. Dès que je suis descendu, ils ont commencé à se réunir derrière l'hôtel Olympe là-bas. Ils réunissent des hommes de médias, on partage les rôles. Le premier ministre, là, il faut qu'on le discrédite dans l'opinion. Donc, il y a des titres, on met sa tête. C'est comme maintenant, il faut donc des hommes de médias, on coordonne. L'objectif, il faut tirer sur lui jusqu'à ce qu'il tombe. Et on a inventé le mot clivant. Le premier qui a annoncé clivant, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Il dit que je suis clivant, que c'est un partenaire de la dictature, il ne peut pas amener la démocratie. Et on a appris ça au Bamako. Ah, il n'est pas du mouvement démocratique. Et tu vois, nous sommes du mouvement démocratique, donc c'est notre ennemi. Tout ce qui peut tromper les gens. Donc le monsieur qui est venu, donc ils vont à Paris, ils amènent l'argent quand ça finit, on réunit les hommes des médias. Non, moi je sais là où ils se réunissent. Et ils répartissent l'argent là-bas. Certains sont dans des radios, d'autres sont dans des grains, ils montent des groupes qui rentrent en ville, ils rentrent dans les drounies, vous premier tiens, vous êtes dans les garages. Vraiment, il est clivant. Ceux qui vous ont dit ça, ils cherchent à vous tromper. Moi, je ne divise pas les Maliens. Mais je ne veux pas être avec les faux types. J'ai dit, quand on assassinait les Maliens au nord, on tuait nos soldats, on les mettait dans les fosses communes. Est-ce que vous savez que l'argent qui était destiné à payer des armes, il y a des gens qui l'ont volé?
Mais ces gens-là, je ne peux pas être avec eux. Donc si c'est ça clivant là, je suis clivant. C'est là-bas que je l'ai dit, le terme d'ailleurs que j'ai vulgarisé appelé. Nko ambe do dakelenfe, mais antebo dakelenfe. Mais vous entendez au Mali, le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas Kamougo Franyonka, Ika Barake. C'est pourquoi on est venu là. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Ceux qui ont travaillé à faire tomber le Mali et ceux qui veulent le redresser, ils ne peuvent pas s'entendre. La première fois où j'ai réuni les partis politiques ici, quand j'ai exposé le plan de la transition, vous savez ce que leur porte-parole m'a dit? Il m'a dit, mais la refondation du Mali, ce n'est pas votre travail. Faites des élections et allez-y. C'est le gouvernement qui viendra, qui va faire les réformes. Je lui ai dit, monsieur, on ne peut pas s'entendre. Ce que vous voulez là, c'est les mêmes corrompus là qui ont fait tomber notre pays. Si on fait les élections, il faut aller corrompre les gens et venir au pouvoir et continuer la même chose. Depuis ce jour-là, vous les entendez, il insulte les partis. J'ai entendu même l'autre jour un syndicaliste, j'allais même défroquer aussi, qui se lève, que moi j'insulte les partis politiques. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Personne. Par contre, j'ai expliqué que je ne peux pas m'entendre avec certaines personnes. Parce que je ne peux pas m'entendre avec celui qui veut détruire le Mali. Celui qui se met au service de l'étranger. Je ne peux pas. Mais tu entendais des gens, ils insultent les partis politiques, c'est l'ennemi des partis. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Ça n'existe pas. Parce que moi, je suis un homme politique. Mais c'est la mort, c'est lui qui l'écoute. Syndicaliste, il y a un parti nini. Je vous explique tout ça, c'est pour qu'on comprenne un certain nombre de choses. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est ce que Sédou Badian a dit. C'est ce que Moussa Traoré a dit. C'est ce à quoi je crois. Il y aura toujours, je l'ai dit depuis 2018 dans les médias, quelle que soit la façon dont on va tomber, il y aura des enfants de ce pays-là qui vont surgir pour restaurer l'honneur du Mali. Mais ils avaient besoin de gens comme vous, qui croient en quelque chose, à l'avenir du Mali, aux amis du Mali. Parce que vous savez, les amis, les vrais amis, sont comme des étoiles. Les étoiles, vous ne les voyez que dans l'obscurité. Quand c'est clair, là, vous ne les voyez pas. C'est lorsque tout est perdu. Il n'y a pas d'espoir. C'est en ce moment que vous voyez les vrais amis. Donc, les vrais fils dignes du pays avaient besoin de discours comme ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça, c'est les discours qui vont loin. J'ai dit, quand les militaires font la guerre, ils tirent une balle, ils tuent une personne. Mais quand vous parlez à des milliers de personnes. Donc, avec votre travail, vous avez contribué à une grande prise de conscience. La Russie, c'est un ami du Mali. Chaque fois que le Mali est dans l'obscurité, la Russie vient à ses côtés. En 1960, quand on est arrivé à l'indépendance, la Russie est l'un des pays, les premiers qui ont aidé, les pères fondateurs à fonder l'armée du Mali. Lorsqu'on a compris que l'impérialisme français se préparait à nous envahir, c'est encore la Russie qui nous a aidé à renforcer notre armée. Lorsque des hommes politiques, même s'ils disent que je les insulte, moi je ne les insulte pas, je critique, ont vendu notre pays. C'est encore la Russie. Vous avez été appelé la Russie, le vrai ami du Mali. Et ce n'est pas par hasard. Vous savez, le terrorisme dont on parle là, les gens ne savent pas que Poutine, là, il est arrivé au pouvoir en luttant contre le terrorisme. Quand Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, mais partout il y avait le terrorisme. Il y avait des attentats dans le métro, dans les bus, dans les écoles, exactement comme chez nous aujourd'hui. C'est lui qui a pris les choses à... Parce qu'ils avaient aussi des dirigeants défaillants qui buvaient, ils dansaient. Comme chez nous,
Il est venu, il a pris les choses en main. Il a détruit le terrorisme. Parce qu'on voulait faire exploser son pays. Tous les mouvements qu'on disait, les mouvements démocratiques, là, ils luttaient pour la démocratie. Mais on a su après que c'était ils avaient des imprimeries clandestines pour imprimer leurs journaux, pour soulever la population. Il a trouvé 300 000 ONG en Russie. Il a demandé, mais ces ONG, là, font quoi? Mais on n'a pas dit. Moi, je n'accuse pas toutes les ONG, mais il y en a là-dedans qui salissent le nom des ONG. Chez nous, au Mali, on en a trouvé. Vous savez, récemment, on a trouvé des ONG. Et je vous cite un seul cas pour ne pas vous prendre trop de temps. C'est une ONG, dans son récépissé, il doit s'occuper de l'agriculture, du développement économique et social de Kaya à Tombouctou. C'est ça qu'il y a dans ces statuts. Qu'est-ce que nous, on vient trouver? Cette ONG, elle est installée à Kidal. Il s'occupe de l'action humanitaire. L'action humanitaire, donc chaque mois, l'argent vient et une partie est donnée au mouvement terroriste. Donc c'est un moyen de financement des mouvements terroristes. Et tous les dirigeants des ONG qui ne font pas ces jeux-là, on les tue, on les remplace. Et la technique au nord, vous avez vu, c'est des assassinats ciblés. Tous les grands commerçants, les hommes d'affaires de ces pays, on les élimine pour que dans 20-30 ans, on va se trouver avec changer la sociologie du pays, changer l'orientation politique. Ça, c'est au Mali. Je ferme cette parenthèse. Donc, Poutine est venu, il a redressé la Russie. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est le premier pays qui a fait face au terrorisme à grande échelle. Donc, si vous allez vers eux, et vous avez un ambassadeur qui vous écoute, c'est une bonne chose. Nous, on est venus en 2021, ça a trouvé que vous étiez réveillés depuis 6 heures. Nous, on est venus à midi. Et puis, on est venu vous parler. Vous pouvez nous dire, vous êtes réveillés en retard. Mais fait Mindo, comme dit le président, Beki Yoyorala. Ce discours-là, moi, je sais le tort que ça fait à certains. Je crois que c'est rentré même dans le lexique diplomatique, dans les dictionnaires laissés en plein vol. Maintenant, là, c'est entre guillemets, c'est devenu même un terme. Au moment où on le faisait, on n'a pas pensé à ça. Et aujourd'hui, tout le monde regarde le Mali. Le monde entier. L'AES, là, les gens parlent, mais tout le monde regarde l'AES. L'AES regarde le Mali. Le monde entier regarde l'AES. Nous avons l'obligation de réussir. Mais pour réussir, Beki Dioyorola. Que ceux qui parlent, parlent. Ceux qui sont au champ, sont au champ. Les militaires font ce qu'ils peuvent. Il y a 3 ans, si on vous avait dit, pas vous dire, je peux parce que j'ai vu que vous avez demandé ça depuis 2016, le départ de la MINUSMA. En ce moment, nous sommes fatos d'ailleurs. Beaucoup allaient vous traiter des illuminés. Mais il n'y a même pas 3 ans. Si tu disais aux Maliens qu'on va chasser la MINUSMA, mais les 90% des Maliens vont vous dire que est-ce que ta tête là est bien? Mais quand on a analysé, on a trouvé que toutes ces forces internationales, en réalité, c'est un voile qu'on a mis sur la tête des Maliens, avec la complicité d'une oligarchie. Ils sont riches, ils volent, on leur donne de l'argent, et ils vont maintenir notre pays comme ça. Aux élections, ils vont corrompre les gens pour être majoritaires. Et dans 20 ans, tous ceux qui comprennent vont disparaître. Et il y aura seulement des jeunes vivants qui voyagent. Et on exploite, on amène. Vous avez vu à Kidal? Pendant 10 ans, l'or, Kidal, Intakagaou, on exploite. Où va l'or? Personne ne sait. Ça va là où nous on imagine. On prend une petite partie avec la complicité de certains. Vous avez vu le gouverneur qu'on a pris qui jurait fidélité. On l'a pris, le gouverneur de Kidal. Il jurait fidélité au mouvement rebelle. Donc, on prend une partie de l'or, on l'amène, on corrompt cette oligarchie. Et c'est eux qui ont vocation à maintenir notre pays dans le servage politique. Dieu a mis fin à tout ça. Quand on a compris ça, on a décidé de détricoter cette affaire-là. On a commencé par Takuba, le dernier né. C'est très facile de s'attaquer à celui qui est faible, non. Il venait d'arriver.
On leur a dit, mais qui vous a dit de venir? Du Danemark là. Ils disent non, que c'est Ibeka qui leur a dit de venir. On a dit d'accord. Mais chez vous, quand quelqu'un t'invite, il dit de venir, il faut le visa. Ibeka n'est plus là aujourd'hui, mais qui vous a donné le visa? Il n'y en avait pas. On leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Mais on a fait du bruit, ils ont quitté. En réalité, on avait pris de 3 autres pays dans le pipeline parce qu'ils avaient prévu de transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces étrangères, des forces spéciales des pays de l'Union européenne. Ce n'était pas pour le terrorisme. Et quand l'armée malienne veut aller dans ces zones, on leur dit non, c'est la zone d'entraînement de Takuba. Donc l'armée malienne ne peut pas aller sur des parties de notre territoire. On n'avait même pas de simples lunettes à vision nocturne. Quand vous battez, il faut voir l'obscurité. Ces lunettes, on ne peut pas les acheter. On ne peut pas acheter d'hélicoptère. On a acheté un avion de transport avec l'Espagne. On l'a bloqué pendant qu'on a payé l'argent. Donc on n'avait pas d'autres moyens. Finalement, on est allé vers l'ami, comme je vous ai dit, celui avec qui on travaille chaque fois qu'il y a l'obscurité. On est allé chez les Russes. Donc le travail que vous avez fait là, c'est un travail qui peut faire l'objet d'un livre entier. Parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire. Et je voudrais vous saluer et vous féliciter. Ce que les militaires ont fait, ils ont fait la guerre, mais ils avaient besoin de soutien politique. C'est ce que vous avez fait. Ils avaient besoin d'une mobilisation de notre peuple autour d'eux pour aller se sacrifier et libérer notre pays. Nous avons chassé Takuba. Après, on est allé au G5 Sahel. On a déchiré le voile. Le G5 Sahel n'avait même pas d'argent. On partait collecter l'argent dans les pays arabes. Vous savez, quand c'était collecté, les Français, si on collecte 100 millions, ils prennent les 90 millions d'euros. Ils prennent 10 millions, on va peinturer des vieilles voitures militaires en France, on vient nous les donner. Moi, j'ai vu un pays où des militaires, on les a mis dans un nouvel camion, en tout cas engin militaire. Mais ça s'est coupé en cours de route, les soldats ont coupé les pieds. Parce que c'était un vieil équipement rouillé. Donc le G5 Sahel, c'était du bidon pour nous tromper. On a déchiré le voile, on est sorti. On est arrivé à Barkhane. Nous, on a appris sur le plan politique qu'ils avaient préparé un affrontement avec notre armée. Comme certains l'ont fait en Côte d'Ivoire en 2004. C'est comme ça qu'on les a fait partir. Barkhane est parti. Maintenant, on a dit qu'on va s'attaquer à l'aménagement. On s'est bien préparé. Le président a réuni tous ses proches. On a pris la décision sous son autorité. Et notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Il a dit quitter sans délai. Parce que c'était des bidons. Et quand on a commencé à monter pour aller vers le nord, ils ont dit non, les Maliens la font du boucan, ils ne vont rien régler. Ils ne font rien, que le Mali ne peut rien. Quand on est allé à Ber, c'était leur nœud. C'était très dur là-bas. Quand on a pris Ber, on a tué leur chef militaire là. Il y en a qui ont fui en Mauritanie. Vous avez vu les photos? C'est en ce moment qu'ils nous ont pris au sérieux. Quand on a pris la route de Kidal, qu'est-ce qu'ils font? On va voir les services secrets d'un pays que l'on connaît, qui vont attaquer un bateau qui transportait des paisibles citoyens, le bateau Tombouctou. Ça, ce n'est pas l'affaire de CSP, contrairement à ce qu'ils disent. C'est des services secrets étrangers. Et vous avez des gens qui prétendent qu'ils sont les Maliens, qui assument ce crime-là. Mais on a lancé un mandat d'arrêt contre eux, c'est des terroristes. Et maintenant, il y a des politiciens à Bamako, périmés d'ailleurs, qui disent, ah, voyez, il faut dialoguer avec eux, il faut qu'on s'entende. On ne va jamais s'entendre. Ceux qui sont dans ça, là, ils n'ont qu'à aller attendre. Quand les Maliens finissent leur travail, là, ils n'ont qu'à venir, on va leur donner des chaises. Mais pas avant. Des gens qui assument les tueries des Maliens, des gens viennent nous dire d'aller négocier. Mais on n'a fait que négocier depuis 30 ans. Donc les négociations, ils peuvent continuer, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est en ce moment qu'ils nous ont pris au sérieux. Ils ont été faire embargo à Tombouctou pour que la population se révolte contre nous. Embargo à Gao, ils ont voulu révolter les populations.
que ceux qui sont à la tête, la Keletiglaou de dos, un premier signe en président ou Bekele fait Koudjougou. Vraiment, il faut la paix. Il y a des journalistes que je connais ici qui travaillent pour la SEMA. Je les vois dans les médias en train de nous dire qu'il faut des accords, il faut la paix. Mais on a cherché qui la paix. On n'a jamais refusé la paix. Ils voulaient faire révolter la population contre nous. Quand ils n'ont pas eu gain de cause, on a continué. On est arrivé à Néfis, ils ont fui, on a trouvé personne là-bas. À Néfis, là-bas, l'État ne pouvait pas aller depuis 2013. On arrive à Kidal maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? On se donne rendez-vous à 8 h. On vient à 8 h, on nous dit non, ils sont partis depuis 6 h. Comme non, que parce qu'ils sont en insécurité. Mais ça, c'est quoi ça? Vous êtes venus nous sécuriser? Ah oui, vous êtes en insécurité. Donc, on ne peut plus compter sur vous. C'est comme ça qu'on a pris Kidal. Après, on a su avec les drones, que déjà dans la nuit là, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux terroristes. Ils ont fait ça à Kidal, ils ont fait ça à Tessalit, mais nous on a frappé toutes ces armes, on les a détruites. Mais ça c'est les militaires. C'est pourquoi j'ai dit aux uns et aux autres qui font de la politique politicienne ici à Bamako, que tant que les militaires maliens continuent de se battre, de mourir pour nous restituer notre pays, personne ne doit s'engager dans ces débats politiciens de caniveau là. Or, il y en a qui sont dans ça. Ils soutient tous les jours, ils lisent les journaux, ils ont les têtes à la une, mais c'est parce qu'il y a la paix. Quand l'autre jour, ce qui est arrivé à Ntenzawatan, quand j'ai dit qu'on a perdu une bataille, on va gagner la guerre, il y a des politiciens là qui se sont levés, que pourquoi le Premier ministre dit ça? Mais la DRIPA a dit la même chose. La DRIPA a dit qu'on est tombé dans une embuscade et que l'armée va reprendre. C'est ce que j'ai dit. On va gagner la guerre. On les a frappés avant-hier. Ils ont été cachés, les pick-up avec les armes là. On les a tous détruits. Tous les militaires qui étaient on les a tous tués. Maintenant, ils sont en train de piailler dans les radios internationales que c'est des enfants qu'on a tués. Mais qu'est-ce que les enfants vont faire là-bas? Mais quand j'ai dit ça, il s'est trouvé, comme je dis, des politiciens qui se sont levés. Ah non, Premier Soukoni, il est contre l'armée, il ne devait pas dire ça. Vous voulez qu'un galon tigre? Ça, c'est du mensonge. Heureusement que la DRIPA est venue mettre tout en place. La DRIPA même a reconnu qu'on a eu des pertes en hommes et en matériel, mais on va reprendre. Et c'est ça la guerre. La guerre, c'est comme un homme quand vous grandissez, vous tombez, vous levez, vous êtes malade, vous levez jusqu'à ce que tu deviens un homme dur. C'est ce que l'armée malienne est en train de faire. L'armée malienne est la seule armée au monde, dans l'histoire, qui recrute, qui forme, qui s'équipe, qui se bat et qui gagne. Les autres se préparent de longue date aux guerres. Mais nous, on nous a obligés à tout faire. On est en train de tout apprendre en marchant. Mais une armée qui fait ça, est-ce que c'est normal que des politiciens viennent dans les villes nous polluer l'air avec des discours toujours favorables à l'étranger? Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepterai jamais. Donc, tous ceux qui sont en train de parler politique là, chaque chose en son temps. Quand on n'a pas un pays, on ne peut rien faire. C'est ça l'idée que... Parce que les militaires aussi regardent. Il y a eu des trahisons qu'ils ont subies. Les militaires ont pris des terroristes chevronnés qui ont tué des centaines de militaires. Quand ils les ont envoyés à Bamako ici, c'est des politiciens qui les ont libérés. Et quand ils sont libérés, ils font plus de mal encore à l'armée. Donc ces militaires qui ont vu tout ça, vous ne pouvez pas attendre d'eux qu'il y ait une grande confiance avec les politiques tout de suite. Ce qui fait que la mentalité générale, c'est que les politiciens, tout ce qu'ils font, tout ce que je vous dis là, il y en a qui vont aller dire, ah, politicien, avec Koumanyamal, Korobor Kenya, avec un trompé. En réalité, Abba fait que président trompé. Donc il y en a qui ne vivent que de ça. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux des gens qui se lèvent tous les matins, ils viennent attaquer le Premier ministre.
Ils tiennent des propos, ils viennent les interpréter. Quand on a fait le meeting l'autre jour, j'ai vu des gens qui ont dit que oui, le premier ennemi de la transition, c'est le Premier ministre. Ah, le Premier ministre a insulté les partis, il a insulté le président, alors que c'est faux. Donc moi, je vous dis tout ça parce que nous aussi, le travail que vous faites, le fait qu'on voit que notre pays tient, ça nous donne le courage pour parler. Si vous voyez qu'on parle bien là, c'est parce que derrière là, on sait qu'on est bien gardé. Hein. Si tu n'es pas bien gardé là, tu ne vas pas avoir le verbe haut. Hein. Et personne n'a bien mangé. Si on n'a pas mangé, on n'est pas en sécurité. On ne peut pas bien parler. Ce qui vous met le courage là, c'est ce qui vous parle bien. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de redonner confiance au peuple malien. Et la confiance, je vous assure, quand un peuple a confiance, il peut tout faire. J'ai expliqué à beaucoup de gens, quand un jeune des grands pays là naît, vous savez, dans les écoles, on leur met dans la tête que leur nation est la meilleure. Et l'enfant grandit comme ça. Chez nous, donc, depuis le bas âge, on nous travaille le cerveau pour être des êtres inférieurs. Avec cette occupation, c'est la même chose. Mais GPM, vous êtes venus. Depuis 2016, vous avez demandé le départ de l'aménagement, qui ne s'est réalisé qu'en 2023. Moi, depuis que j'étais Premier ministre, les gens du M5 l'ont demandé. J'ai dit à tout le monde, attendez, d'ici 1-2 ans, Inch'Allah, on va réunir les conditions pour le faire. Mais si on s'était attaqué à l'aménagement dès 2021, le Premier ministre va se retrouver avec ses grands boubous-là dans l'eau. Il ne pourra rien faire. Mais on a détricoté le tissu malveillant là qu'on a mis sur la tête des Maliens. Les militaires maliens ont été à hauteur de mission de l'histoire. Et nous n'avons aucun droit de faire autre chose avant qu'ils ne finissent leur travail. C'est pour que vous compreniez bien comment on fonctionne. Et vous, je vous encourage à continuer. Je vous encourage à élargir la base de votre mouvement. Que le maximum de Maliens réfléchissent comme vous. Il y aura toujours des gens qui vont être contre vous parce que les Occidentaux, vous savez, ils gardent toujours des liens. Récemment, il y a un pays qui a rompu les relations avec le Mali. Ils ont fermé leur ambassade. Mais quand j'ai lu leurs notes de leur ministre des Affaires étrangères, parce que moi je lis tout, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais ils ont rompu ces relations, mais ils vont garder des contacts par d'autres moyens. Donc ils vont recruter des espions qui vont infiltrer les partis, les mouvements, pour nous déstabiliser. C'est l'ambassadeur qui dit ça, pas l'ambassadeur, leur ministre des Affaires étrangères. Il dit qu'ils vont quitter, mais ils vont garder, comment il les appelle? Il dit des liens autres, par des voies secondaires. Donc ça veut dire qu'on va partir, mais on va recruter des espions qui vont venir, on va créer des... J'ai regardé les projets qu'ils financent, projets d'action humanitaire, projets de développement pour ceci, mais en réalité, c'est pour infiltrer la société. C'est pour cela que nous, on est très vigilants maintenant. En fin d'année passée, on est venu nous proposer 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, ça faisait combien? Ça fait 40 milliards. Mais quand c'est venu, j'ai demandé au ministre, il faut leur demander de nous décortiquer. Comment on va utiliser l'argent là? Mais quand on a décortiqué, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'il y a 10 milliards qui sont réservés exclusivement aux représentants de cette communauté-là pour l'utilisation à sa discrétion. Donc, on fait un don au Mali. L'autre a 10 milliards pour recruter des espions, des informateurs. Cette ONG bidon dont je vous ai parlé, qui s'était installée à Kidal. Mais je leur ai dit qu'on n'a pas besoin de leur argent. Ils ont dit, ah non, si vous ne prenez pas, c'est la fin du budget, les budgets vont être bouclés. J'ai dit, le budget n'a qu'à mourir, nous on ne prend pas. Mais on n'a pas pris, et notre pays n'est pas mort. Parce que tant qu'on n'a pas cette vision des choses, notre pays ne deviendra jamais indépendant. Cette histoire d'aide au développement, l'aide, on n'a pas besoin d'aide. Il faut nous aider à travailler,
à nous défendre et ne pas être naïfs. Tous les États que vous voyez là, quand ils vous aident là, ils ont leur intérêt là-dedans aussi. Donc, à Foko, on est ensemble, on est en train de danser le tango là, on va vous marcher sur les pieds. Mais ce n'est pas tous les jours aussi qu'on se rencontre. J'ai préféré dire beaucoup de choses pour qu'au cas la main. Pour que vous-même, vous soyez conscient du rôle que vous n'imaginez même pas, de l'importance du rôle de votre mouvement dans l'histoire de la restauration de l'État malien. Continuez donc votre travail, élargissez votre mouvement, écrivez ces pages de notre histoire. Il ne faut pas les laisser, des occasions comme ça, vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Mais si vous faites un livre à des milliers, vous pouvez même amener, on va le donner à des gens gratuitement, pour que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire. Parce que chez nous en Afrique, les gens ne connaissent pas leur histoire. Et comme on dit, les Africains, là, quand tu veux leur cacher quelque chose, tu mets dans un livre. De votre livre, là, il ne sera pas caché. On va le lire et nous-mêmes, on va nous donner les moyens de l'acheter, le distribuer aux gens. Et les Russes, il faut continuer à les remercier et les encourager. On le fait pour notre intérêt, ce n'est pas que des beaux yeux des Russes. Celui qui nous aide à sortir de cette situation, de cette obscurité, c'est lui notre ami. Le jour où il ne fera pas autre chose, on dira autre chose, mais pour l'instant, de 1960 à aujourd'hui, chaque fois que le Mali est dans les difficultés, la Russie s'est trouvée à ses côtés pour s'en sortir. Et donc c'est notre ami aujourd'hui. On n'a aucun complexe de le dire. Moi je viens de l'Union soviétique, ils vont dire « Ah oui, c'est un russophone qui parle ». J'ai quitté la Russie depuis 1988. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais ce que vous avez dit là, c'est ça la réalité. Il fallait aller vers eux pour qu'on s'en sorte. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que les militaires ont fait. Les militaires là, je vous assure, s'ils avaient accepté ce que les anciens colonisateurs là voulaient, aller se mettre sous leur protection, ils n'allaient jamais leur dire de quitter le pouvoir. Ils allaient leur dire de rester coudaille tant qu'ils veulent. Mais ils ont refusé. Tous ces bouquins que vous entendez là, un coup d'État, illégitime, gouvernement, tout ça c'est du pipeau. C'est parce qu'ils ont refusé d'aller se mettre sous leurs ailes. Il faut donc saluer notre armée. Les représentants de l'armée, je crois qu'ils ont rempli leur mission historique. Il faut qu'ils continuent à la remplir. Tous ces gens qui font du bruit autour de nous là, il ne faut pas les écouter. En tout cas, nous, notre ligne, c'est de ne pas perdre de vue le Mali. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde, dites toujours la vérité. Respectez celui qui est à la tête de l'État. Aimez notre armée. Travaillez et faites ce qui est bon pour notre pays. Ceux qui vont chercher à nous mettre les bâtons dans les roues, là, ça ne finira pas. Toutes les grandes nations là, ont été construites comme ça. On n'a pas il y a un groupe de gens déterminés. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est eux qui tirent la locomotive. Et vous, vous êtes une locomotive pour l'écriture de la nouvelle histoire du Mali. Et mes félicitations pour vous tous. Merci bien. La séance est levée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel l'agronome. Je suis un agronome, je suis technicien supérieur. Je fais l'élevage du poulet, de la production jusqu'à la commercialisation. Je ne fais pas n'importe quel poulet, je fais la race hybride. Quand je parle de la race hybride, c'est le poulet local amélioré. Et le poulet local amélioré vous permet quand même d'obtenir des poussins, d'engraisser vos poussins, de fabriquer votre aliment. Si vous maîtrisez la nutrition animale, il faut maîtriser ça pour réduire le coût de production. Vous n'êtes pas sans savoir également, les amis, que l'alimentation représente 80% des dépenses. Oui, l'alimentation, c'est 80% des dépenses. Donc, si vous maîtrisez la fabrication d'aliments, vous obtenez vos poussins, vous maîtrisez la commercialisation aussi. Je parle souvent de la commercialisation. Il ne faut pas se lancer dans le poulet pour se lancer dans le poulet.
il faut maîtriser la commercialisation, il faut transformer le poulet, il faut maîtriser le marketing de communication, le marketing de vente et le marketing de produits. Il faut améliorer le produit. Les amis, les gens aujourd'hui, ils achètent l'esthétique. Ils achètent l'esthétique. Donc, améliorer le produit. Si vous êtes intéressé par nos produits, nos formations, le numéro est devant vous. Et une fois encore,